Merci beaucoup. Donc, l'idée de ce webinaire, c'est donc, il y aura plusieurs personnes qui vont s'exprimer lors de ce webinaire. Vous aurez Robin, que vous voyez à l'écran, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, qui travaille sur le programme Charbon depuis 4 ans à peu près. Vous aurez aussi également Camille Gelb, qui nous a rejoint récemment, qui interviendra également pour présenter les enjeux du charbon de bois et également le résultat des analyses de SAC. Moi-même, et vous avez également l'intervention de Pierre Solermi, donc PDG du groupe Solaire, et également l'intervention de Maël Lemoal, adhérent et de la commission qualité et développement durable chez Leclerc. Donc voilà, vous voyez ici affiché sur votre gauche l'agenda, l'introduction, pour ceux qui ne connaissent pas encore Earthworm et l'approche charbon de bois, les résultats des analyses de SAC de l'année 2021 et les tendances marché, un point sur la partie relocalisation de la production avec l'histoire de Pierre Solermi et du groupe Solaire, et la partie innovation avec les innovations sur la partie site et sur la partie enquête et les évaluations d'enquête, et l'intervention de Leclerc et de sa démarche du charbon de bois responsable. Et enfin, on clôturera avec un appel à l'action sur la recommandation de la transparence à la filière. Voilà. J'espère que tout le monde nous a rejoints, la plupart des gens nous ont rejoints. Et maintenant, je vais laisser la parole à Robin qui vous présentera rapidement leur soir. Robin, à toi. Voilà, bonjour à tous. Merci d'être ici aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui est Earthworm Foundation, anciennement connu sous le nom de Forest Trust, TFT, Earthworm est une organisation mondiale à but non lucratif dont l'objectif est d'avoir un impact positif sur la relation entre l'homme et la nature. Notre travail se porte principalement sur les chaînes d'approvisionnement d'organisations, de sociétés qu'on appelle membres, et nous travaillons avec eux partout dans le monde sur différentes chaînes d'approvisionnement. Nous sommes une organisation principalement de terrain. On a été fondé en 1999 par un forestier australien qui s'appelle Scott Poynton. On a plus de 100 membres et on est présent, comme j'ai dit avant, sur la plupart des endroits sur les 5 continents. Comme je l'ai mentionné, nous travaillons sur les chaînes d'approvisionnement des entreprises, sur les questions environnementales et sociales. Nous nous concentrons sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, de l'agriculteur au consommateur final, et avec toutes les parties prenantes concernées. Nous aidons à définir des politiques qui énoncent ce qu'une entreprise veut pour ses produits, donc ses valeurs, sur la base des valeurs de nos membres. Nous accompagnons nos membres sur la transparence, la traçabilité, le suivi et la vérification des produits qu'ils vendent ou achètent. Nous nous spécialisons avec la présence sur le terrain dans des pays critiques et des paysages critiques qu'on appelle landscape. Donc voilà, vite fait une carte qui vous montre les différents pays dans lesquels nous sommes présents. Notre bureau est en Suisse, le siège se trouve à Nyon. Et la plupart du terrain se fait partout où vous avez des petits points rouges. Donc, nous travaillons les chaînes d'approvisionnement d'une gamme diversifiée de produits, y compris évidemment les produits forestiers tels que le charbon de bois, mais aussi une grande variété d'autres comme l'huile de palme, le cacao, le noix de coco, etc., etc. Pierre, à toi. Merci Robin. Donc rapidement pour expliquer un peu l'approche, rapidement la synthèse du programme Charbon de bois, on ira dans le détail bien évidemment un petit peu après. On travaille avec une quinzaine de partenaires, de membres, et on a à peu près fait 200 visites terrain depuis 2014. On a également, depuis 2015, on conduit quasiment tous les ans les analyses de SAC sur plusieurs marchés, pour la France bien évidemment. Et on a lancé en 2019 la plateforme Charcoal Transparency et l'enquête liée à la plateforme Charcoal Transparency en 2020. Maintenant, on va passer la parole à Camille qui va présenter les enjeux liés au charbon de bois.
Et Camille, la parole est à toi. Merci Pierre-Olivier. Donc oui, donc le charbon de bois, c'est une commodité qui est associée à plusieurs enjeux, notamment les enjeux environnementaux. Le taux de conversion, pour produire une tonne de charbon de bois, il faut environ 4 à 12 tonnes de bois. Donc on voit bien comment, si les forêts dont provient le bois sont gérées de manière non durable, la production de charbon de bois peut avoir un impact sur la dégradation des forêts. En plus de ça, il y a un problème qui est lié aux émissions de gaz à effet de serre, puisque la production de charbon de bois émet des gaz à effet de serre, mais il y a des technologies modernes aujourd'hui qui sont capables de réutiliser les gaz de pyrolyse, mais la plupart des unités de transformation du bois en charbon de bois ne sont pas capables de recycler ces gaz, ce qui contribue donc à l'émission de gaz à effet de serre. Un deuxième type d'enjeu auquel le charbon de bois va être lié, c'est les enjeux sociaux. Voilà. Donc, comme la chaîne d'approvisionnement et la chaîne de valeur du charbon de bois sont vraiment caractérisées par un assez fort niveau d'informalité. Et associé à ça, on retrouve souvent des mauvaises conditions de travail, on retrouve des pratiques de travail forcé, des violations des droits de l'homme. Il y a également des problèmes de conflit d'usage des terres. Souvent, la production de charbon de bois ne tient pas toujours compte de la santé et de la sécurité des travailleurs, ce qui est évidemment problématique d'un point de vue social. Et enfin, on va avoir un autre type d'enjeux qui sont les enjeux économiques, encore une fois liés à l'informalité de la chaîne de valeur. On a des pratiques de rémunération parfois déloyales qui peuvent être liées aussi à des asymétries de pouvoir, surtout en amont de la chaîne de valeur. On peut avoir des risques aussi des travailleurs qui se retrouvent dépendants parce qu'ils ont engrangé beaucoup de dettes. Et aussi, on retrouve dans beaucoup de pays une absence de régulation ou de mécanismes de mise en application des règles qui auraient pu réguler ce secteur, mais qui au final se retrouve être un secteur assez peu régulé. Le marché du charbon de bois est aussi caractérisé par sa grande opacité. Donc là, les chiffres que vous voyez, juste remettre un tout petit peu avant, Robin, s'il te plaît. Les chiffres que vous voyez, là, ce sont la production annuelle de charbon de bois dans différentes régions du monde. Et comme vous pouvez le voir, en Europe, au final, c'est un petit producteur de charbon de bois avec seulement 300 000 tonnes annuelles. Mais sa consommation atteint 1 million de tonnes. Donc, il y a un différentiel de 700 000 tonnes. Et en conséquence, l'Europe est très dépendante d'imports qui viennent donc du monde entier. Et le problème de cette dépendance sur les importations, c'est que le charbon de bois n'est pas intégré dans le RBE, donc le règlement bois de l'Union européenne, ce qui fait que on ne sait pas si le bois qui a servi le charbon qui est rentré en Europe pour être commercialisé sur le marché européen n'a pas contribué à des activités illégales. Et donc, c'est évidemment un gros problème au niveau par rapport aux valeurs que défend Earthworm. Et il y a un problème de transparence. Donc, cette opacité est liée à l'absence de transparence sur le marché du charbon de bois. Slide suivant, s'il te plaît, Robin. Encore suivante. Donc, comme je vous le disais, le charbon de bois n'est pas inclus dans le RBE. Un petit problème de slide, excusez-nous. Par ailleurs, il n'y a pas d'obligation de déclarer les essences d'arbres ni l'origine du bois. Ce n'est pas une obligation légale qu'ont les producteurs. Et non plus l'obligation de déclarer le pays de production. Donc tout ça, ça fait qu'il n'y a pas de lien clair entre le site de carbonisation et le charbon de bois, qui fait que donc, les consommateurs ne sont pas mis en garde sur l'origine des produits qu'ils achètent, et donc ils ne peuvent pas faire des choix en tout état de cause.
Maintenant, je vais laisser Pierre-Olivier reprendre la main pour vous expliquer donc, ce que fait Earthworm pour pallier à ces problèmes. Oui, merci beaucoup, Camille. Je vais essayer de passer assez vite parce que je vois dans la liste que beaucoup connaissent déjà tout le travail qu'on fait sur le programme Charbon de Bois depuis plusieurs années. L'important ici de rappeler, c'est le début, hein, c'est la définition du charbon de bois responsable. C'est des valeurs qui sont partagées par beaucoup d'acteurs qui sont présents dans ce webinaire. Et c'est vraiment l'enjeu majeur sur le charbon de bois, sur cette matière première qui est la transparence sur l'ensemble de la chaîne du charbon de bois. Donc, transparence de la matière première de l'origine du bois jusqu'au sac de charbon de bois. Et donc, ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est bien sûr le processus de production. Camille a rappelé au niveau de l'impact que ça peut avoir sur le climat et la planète. Bien sûr, l'origine du bois, le fait que ce bois ne provienne pas de zones issues de déforestation, de zones à risque de déforestation. Et enfin, la santé et les droits humains. Alors, ces valeurs sont souvent, on invite tous les partenaires à l'inscrire dans leurs appels d'offres pour être un critère d'achat de leurs actes d'achat. Slide suivante, s'il te plaît, Robin. Donc, nous, on travaille avec plusieurs acteurs sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, des partenaires et des membres. Donc, de manière assez équitable en termes de nombre, des distributeurs, des importateurs et des producteurs. On a ici on engage ces partenaires dans une démarche de modèle, qui est le modèle des valeurs, de la transparence, de la transformation et de la vérification, avec le levier des enseignes qui est très important sur cette filière pour demander plus de transparence sur l'ensemble de la chaîne de valeur et pour remonter, comme l'a dit Camille, sur le lieu de carbonisation qui est l'essence du travail qui nous permet de reconnecter à la forêt. Pour illustrer la chaîne d'approvisionnement, un slide qui vous permet de voir un petit peu plus la complexité de la chaîne d'approvisionnement. Ce n'est pas une chaîne d'approvisionnement très, très complexe, le charbon de bois, mais c'est quand même important de rappeler ce point-là. Et la spécificité de cette méthodologie et de cette matière première, c'est que si on ne connaît pas le lieu où le bois est transformé en charbon de bois, on ne peut pas avoir une vraie transparence. Et tout ce travail, le travail de l'engagement des enseignes et des valeurs qui sont transmises sur l'ensemble de la chaîne de valeur, la chaîne d'approvisionnement, c'est de remonter jusqu'au lieu de carbonisation. Donc, tout d'abord, on remonte, les enseignes communiquent, demandent de la transparence à leurs fournisseurs, avec un exercice de traçabilité qui permet de faire des analyses de risque. Puis, on remonte la chaîne pour remonter jusqu'à la forêt. Et donc, lorsqu'on parle de la partie transformation sur les sites d'ensachage ou les sites de carbonisation, on a déployé une méthode de terrain qu'on a partagée déjà avec pas mal d'entre vous, on a déployé, qui s'appelle le CCS et que Robin va rappeler maintenant. Oui, alors le CCS, bon, la plupart de vous le connaissez déjà, c'est Charcoal Control System en anglais. Le but, c'est de vérifier des critères qui font parmi de nos 4 piliers qui sont les sites de production, les conditions de travail, la transparence et puis le bois, l'origine, la forêt à la base. Donc, nous faisons des visites terrain au site d'ensachage et au site de production pour vérifier les gestions des matières premières, la technologie utilisée, quel type d'ensachage est mis en place et la traçabilité du produit. Ensuite, nous observons et nous évaluons les conditions de travail des travailleurs sur place, la santé, la sécurité, la rémunération, les conditions de logement, etc. Cela nous en aussi au site d'ensachage et au site de production spécifiquement. C'est là où il y a les plus gros soucis la plupart du temps. Ensuite, la transparence, ça c'est vraiment tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Donc, on regarde d'où vient le bois, combien des bois est transformé en combien de charbon de bois dans le site de production,
combien le site d'ensachage il ensage par rapport à ce qui est produit, combien est vendu aux enseignes, pour qu'on ait vraiment une sorte de chaîne d'approvisionnement traçable et où on peut vraiment voir les volumes d'un site à l'autre. Finalement, nous avons la forêt, donc l'origine du bois, ce qui est important. On regarde le type de matière première utilisée, les essences utilisées, et on vérifie qu'il n'y ait pas de mauvaises pratiques derrière la transformation du bois ou les coupes de la forêt. Pierre-Olivier, tu reprends? Oui, merci Robin. Juste ici, rapidement, un slide synthétique pour expliquer, résumer un peu la démarche globale de l'approche charbon de bois. Vous avez l'engagement des enseignes vers du charbon de bois responsable avec les 4 critères. Ces 4 critères sont après demander de la transparence à l'ensemble des fournisseurs qui nous permettent de faire des analyses de risque au niveau du producteur, au niveau du fournisseur, pour remonter jusqu'au lieu de carbonisation et remonter jusqu'à l'origine du bois. Et après, s'il y a lieu de le faire des évaluations terrain lorsqu'il y a lieu de le faire, ou des analyses de risque si elles sont suffisantes et nécessaires, pour permettre après aux fournisseurs et aux producteurs de communiquer de manière complètement transparente sur la plateforme avec un scoring qui révèle le niveau d'évaluation sur ces fameux 4 critères et avec une communication soit par QR code, soit directement sur la plateforme en ayant une démarche de transparence totale. Pour rappeler quand même ici que c'est une démarche vraiment d'amélioration continue, c'est-à-dire que c'est cet engagement qui peut avoir un impact important sur l'évolution de la filière. Et lorsque Robin va le présenter dans 1 minute ou 2, l'évolution des données douanières, on peut s'apercevoir vraiment que ce rôle des enseignes, ce rôle des distributeurs et ce rôle de l'ensemble de la filière pour demander plus de transparence a eu de l'impact. On espère positif sur la nature et les hommes, mais il reste encore beaucoup à faire. Au niveau Europe, et sur la partie France, on va faire un zoom en particulier sur la partie France pour vous montrer quels ont été les impacts et les rôles des décisions qui ont été prises pour du charbon de bois plus responsable. Robin, la parole est à toi pour la partie données douanières. D'accord, merci beaucoup Pierre. Alors, comme chaque année, nous analysons les données douanières pour l'Europe et pour certains pays d'intérêt, importateurs et producteurs pour le charbon de bois européen. En regardant, donc on va commencer par une petite vision très rapide sur l'UE ou les 28 pays de l'UE, ce qu'ils importent, ce qu'ils exportent, et ensuite on va se concentrer un peu plus précisément sur la France. Donc au tout début, là, nous voyons des données pour l'Europe. Nous voyons sur cette slide la consommation, donc la ligne grise en haut, comparée aux imports et à la production. Import en orange et production, c'est les lignes grises en bas. Nous voyons qu'un peu moins d'un tiers de ce qui est consommé en Europe est en fait fabriqué en Europe. Le reste, c'est de l'importation. Donc, d'où vient le charbon qui est importé? Ici, on voit les imports de l'UE en 2020. Donc, toutes les données que nous prenons sont sources de ITC parce que c'est les données qu'on a trouvées qui étaient les plus holistiques et les plus complètes. Et on voit sur cette slide qu'en 2020, la majorité du charbon provenait directement de l'Ukraine, du Nigeria, de Cuba et de la Namibie, et ensuite d'autres pays comme Paraguay, Indonésie, Russie, etc. en dessous. Donc les 4 pays représentent 62% de toutes les importations européennes du charbon de bois. Les importations nigériennes de charbon ont bien diminué, moins 9% depuis l'année passée, quelque chose à noter. Et en contrepartie, les importations de l'Ukraine ont fortement augmenté, et pareil avec la Namibie. Donc, penchons-nous sur l'Ukraine, vu que c'est le pays principal d'exportation vers l'Europe. Ici, nous voyons la production et les exportations de l'Ukraine vers l'UE. On peut voir qu'entre... donc, ouais, ça, c'est les exports avec le point rouge et la production en gris ici dessus.
Et on peut voir qu'entre 2016 et 2007, il y a eu un gros accroissement qui représente la demande du marché pour du charbon de bois fait à partir d'essences tempérées et non tropicales. Ici, on voit vraiment un gros accroissement. Et ceci est un résultat direct de la demande de plus de transparence de la part du marché, bien qu'il y ait aussi des soucis à ce niveau-là en Ukraine sur lesquels nous travaillons évidemment. Et ensuite, si on regarde juste ce petit graphique ici à droite, on peut voir que les plus gros importateurs de l'Ukraine sont la Pologne, ensuite la Roumanie, la Belgique, et l'Allemagne, la France, etc. Mais la Pologne prend une grosse partie de ces imports. Ce qui est intéressant, donc maintenant on va se pencher plutôt sur la France. Faisant un zoom sur la France, ce graphique nous montre les imports de la France en 2020. Et nous voyons que la Belgique est le principal fournisseur. Par contre, la Belgique n'est pas un pays producteur. Tout ce qui provient de la Belgique est probablement ou presque sûrement produit ailleurs. Donc, on voit bien que 30% de ce qui est produit en France est importé de la Belgique, d'autres pays. Ensuite, on a la Pologne, l'Ukraine, qui est évidemment assez haut en tête, la Namibie, etc. C'est aussi important de noter qu'il y a des différences entre les données, donc les exportations de la Belgique vers la France ou les importations de la France depuis la Belgique. Les données ne sont pas exactes, ne sont pas toujours cohérentes, mais les proportions restent les mêmes au niveau de la grandeur. Donc maintenant, si on regarde les évolutions des principaux imports de la France, on voit que la Pologne, l'Ukraine, la Namibie ont fortement augmenté ces dernières années, depuis 2013 jusqu'à 2020, alors que le Nigeria et la Lituanie ont fortement baissé. Et la Belgique, qui est le plus gros importateur, fluctue. On ne voit pas vraiment de tendance spécifique, mais l'année 2020 a été la plus grosse enregistrée. Et oui, j'ai oublié de mentionner qu'en France, en général, il y a eu plus 18% d'imports en 2019 et 2020 au total. Donc, origine du charbon de bois provenant de la Belgique en 2020. Ici, on voit qu'en Belgique, la majorité du charbon provient de la Namibie, de l'Ukraine, l'Indonésie et du Nigeria, à 74%. Pardon. 74%. Je viens de la Suisse, je dis des choses un peu bizarres des fois. Ici, dans cette slide, on a fait une analyse sur où était l'origine réelle du charbon de bois. On sait que, par exemple, la Belgique n'est pas un producteur et l'Allemagne et la Pologne, typiquement, ils importent aussi beaucoup de charbon de bois, bien qu'ils en produisent aussi. Donc ici, on a fait une analyse pour voir quels sont les imports réels du charbon de bois, d'où vient le charbon de bois en réalité, en comparant la production et les imports des pays comme la Belgique, l'Allemagne et la Pologne, et ensuite en reproduisant ça sur la France. Et on voit que pour l'Ukraine, la Namibie, l'Indonésie et le Nigeria, les imports indirects, donc l'origine réelle du charbon de bois, est en réalité bien plus élevée que ce qui est montré dans les imports directs. Donc ça, c'est quelque chose à bien tenir en tête, qu'on n'a pas toujours cette transparence jusqu'à l'origine réelle. Donc, on voit sur la slide prochaine l'analyse qu'on a faite en 2015, donc la même chose par rapport à 2020. Et ici, on voit quand même que le Nigeria, qui faisait 37% des imports de la France, a été beaucoup remplacé par l'Ukraine et la Namibie, principalement. Il y a quelques autres différences qui sont à noter aussi, mais ça, c'est vraiment le principal. Et une des raisons principales pour ça, c'est qu'en 2015, le gouvernement nigérien a interdit l'export de charbon de bois. Je passe maintenant la parole à Pierre-Olivier pour la production française de charbon de bois. Oui, alors merci beaucoup Robin, on a voulu s'arrêter un petit peu sur ce slide comparatif, juste sur le slide précédent, Robin, je rebondis là-dessus, pour vraiment essayer quand on avait commencé à faire, je pense qu'une bonne partie d'entre vous était présent lors de cette réunion, où on avait montré l'importance, le rôle du Nigeria, qui représentait plus que la production française à l'époque.
Maintenant, on assiste quand même à un basculement, un changement de filière vers des sourcings qui sont un peu plus traçables, même s'il reste encore beaucoup à faire sur les imports et sur l'origine exacte. On verra ça avec les analyses de SAC dans un deuxième temps. Et donc là, on voudrait, après avoir fait toute cette démonstration très intéressante sur les imports, s'arrêter un peu plus sur la partie production française. Donc sur le slide suivant, Robin, sur la partie production française pour montrer l'évolution de la production de charbon de bois donc depuis 2010 à 2020. Et on assiste vraiment à un changement, un basculement de filière où on avait une production qui ne cessait de baisser depuis 2015 avec des producteurs qui mettaient la clé sous la porte à cause de la concurrence du charbon de bois à bas coût. Et puis, ce mouvement vers plus de transparence, en partie, pas seulement, a permis aussi à certains acteurs de permettre à la relocalisation de la production du charbon de bois en Europe et en France tout particulièrement, et de répondre aussi pour répondre aussi à cette demande et avec des belles perspectives à l'avenir. Et dans ce cadre-là, on voulait inviter des producteurs à témoigner de ce changement. Et donc, maintenant, je pense, laisser la parole à Pierre Solermi, qui nous a rejoint pour présenter un peu plus son entreprise, ses valeurs, son mouvement et quels sont ses engagements vers la relocalisation. Pierre, est-ce que tu es avec nous? Bonjour. Bonjour à toute l'équipe. Oui, tu m'entends? Parfait. Est-ce que tu m'entends, Pierre? On t'entend bien. Bon, très bien. Parfait. Oui, merci de me laisser la parole. Donc, je vais rapidement expliquer comment on a opéré, nous, cette transformation où on était, nous, en tant que producteurs, on faisait un produit qui est d'ailleurs festif, convivial, familial, traditionnel, culturel, donc avec énormément d'atouts. Et on se demandait comment se faisait-il que ce produit-là était si peu communiqué, où il y avait une obscurité complète là-dessus. Et donc, on a commencé à regarder qu'est-ce qui se passait. Donc, si on peut passer à la slide suivante. Et notre histoire, c'est qu'on a, nous, tout simplement démarré dans les années 93. On était originaire de la région parisienne. On s'est installé dans le Grand Est. Et on a produit donc le charbon de bois de manière traditionnelle avec des fours, comme on peut les voir, qui sont aujourd'hui toujours la majorité des équipements qui existent, sur lesquels le charbon de bois est produit dans le monde. Et on a donc démarré tout doucement avec une petite production. Et donc, ça a été je dirais, une initiation et un départ assez rapide. Donc ensuite, je vais passer un peu plus vite. Voilà. Donc ensuite, il y a eu toute une période assez compliquée où les importations sont devenues de plus en plus monnaie courante, avec énormément de produits qui venaient de partout. Donc là, il y a eu une dégringolade de l'ensemble d'une grande partie des producteurs. Et on est allé, comme tout le monde, comme beaucoup à l'époque, on est allé voir ce qui se passait ailleurs. Et on a vu les problématiques qui ont été données aujourd'hui, et ça fait déjà un certain nombre d'années qu'on les voit. Et on a remis en cause, on a fait une grosse remise en cause de toutes les problématiques, qui soient environnementales, c'est-à-dire on est sur des problèmes donc, de déforestation, ça on l'a vu avec les problèmes de forêt, de légalisation, d'émissions atmosphériques, de CO2, de biodiversité. On s'est rendu compte aussi que la qualité changeait forcément. On change de fournisseur tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, donc on n'a pas de qualité constante. On a les problèmes sociaux. Alors, c'est facile à dire d'ici, mais quand on est sur le terrain, et je crois que les équipes d'Earthworm, quand ils vont faire la 200e visite et qu'on voit ce qui se passe sur le terrain, nous, en tant que producteurs ou en tant que négociants, on se dit surtout, on ne veut pas que ce produit-là soit dans les sacs de nos clients, parce qu'on est quand même, on a une responsabilité vis-à-vis de nos clients finaux. Et on se dit, mais il faut absolument changer. Il
faut absolument changer ces pratiques, avec en plus les risques logistiques, de feu dans les containers. Enfin, en fait, on s'est aperçu, nous, dans les années 2007-2008, que l'importation amenait énormément de risques pour nos clients. Donc, on a remis à plat un peu toute cette problématique. Et il fallait, en plus de tout ça, si on relocalisait, qui était une des options que l'on avait mis nous, sur la table au départ, il fallait que cet équilibre soit de toute manière économiquement acceptable par nos clients, parce que c'était quand même, on est malgré tout dans une économie avec le prix qui est un des enjeux principaux dans le commerce. Donc, si on peut passer à la slide suivante. Donc, en 2012, on a, nous, démarré la première unité de carbonisation avec la cogénération. On a répondu à un appel d'offres qui avait été fait par le Grenelle de l'environnement, et on a fait donc de l'électricité avec nos fumées de carbonisation. On a démarré la première unité avec une capacité de 10 000 tonnes qui était fabriquée en France, et on a commencé à travailler sur toute la filière bois avec l'ONF, avec la certification, ou en tout cas l'origine bois française. En fait, on a remis tout en place de manière à voir quels étaient les principaux atouts de la forêt française. Et on s'est aperçu que ce n'était pas forcément intéressant d'aller à des milliers de kilomètres, alors qu'en France, on avait tous nos produits. On avait la forêt, on avait nos marchés, on avait nos financiers, on avait nos salariés, parce qu'il y a des salariés, hein, il y a quand même des gens qui travaillent en France. Et donc, on avait tous ces atouts, ils existaient sur place, alors qu'on allait les chercher très loin. Donc, on a commencé à voir qu'est-ce qui se passait sur le marché. Là, on va voir la slide numéro 3, la suivante, s'il te plaît, Robin. Et là, on a eu une croisée des chemins avec Earthworm, où on a pu constater que les valeurs d'Earthworm, qui étaient sur la protection de la forêt, sur la protection de l'environnement, sur la biodiversité, sur la protection des personnes qui travaillent, on s'est dit, à partir du moment où il y a quelqu'un d'autre qui peut vérifier, qui peut mettre en place une chaîne logistique, une chaîne de transparence sur toute la filière, à ce moment-là, on peut, nous, producteurs, alors je dis nous, mais il y en a d'autres, hein, nous, producteurs, être en phase et pouvoir mettre en place une chaîne complète de A à Z. Donc, l'arrivée d'Earthworm a été la pierre angulaire, en tout cas, d'une relocalisation française. Alors, en plus, évidemment, on avait, nous, des partenaires. Alors, je donne quelques noms, je ne voulais pas donner trop de noms parce que sinon, ça peut paraître un peu avantageux pour certains. Mais on a eu des gens comme Flamino qui sont des acteurs sur la partie logistique du charbon bois, qui défendent des valeurs de produits français très forts également, qui ont été un membre, enfin en tout cas un partenaire avec nous très fort. Et on a eu des gens de la grande distribution, pour ne pas les citer, c'est tout simplement eux qui ont été avant-gardistes dans ce domaine-là, où ils ont tout de suite voulu un produit qui soit complètement tracé, qui soit complètement éco-responsable, avec toutes les valeurs d'un produit fait en France. Donc, ça a été, je dirais, le triptyque Earthworm, Flamino et U qui nous ont permis d'avancer avec évidemment le Grenelle de l'environnement, avec la grosse tendance lourde des énergies et des gaz à effet de serre, où notre produit aurait pu disparaître, je pense, des rayons, si on n'avait pas mis une action forte avec les pouvoirs publics. Si on peut passer à la slide suivante. Voilà. Donc, on a donc démarré notre unité en 2012 et on a démarré une deuxième unité de carbonisation avec de la cogénération. Donc, ça fait maintenant à peu près 2 ans, où on est passé donc de 10 000 tonnes de charbon de bois à 30 000 tonnes de charbon de bois. On a également multiplié la production d'électricité avec les fumées. Et on a gardé nos valeurs fortes qui sont celles du bois français, avec une forte conviction qu'il fallait que si l'on voulait être irréprochable, il fallait que l'on soit irréprochable sur toute la chaîne, notamment sur tout ce qui rentrait dans nos usines.
Donc, je peux mettre la slide suivante. Voilà, donc là, on est sur en 2021, nous allons démarrer la 3e unité, donc à la fin de l'année, pour monter à 50 000 tonnes de charbon de bois. Toujours la partie électrique qui nous permet aussi d'être dans les énergies renouvelables avec une fumée qui était avant, qui était un vrai problème et qui est devenue aujourd'hui une solution pour la production d'électricité verte. Et les points forts aujourd'hui qui sont extrêmement importants pour tous les gens qui achètent ce produit, qui achètent le charbon de bois. Et les gens d'Earthform le disent et le redisent. Si on veut être certain d'avoir un produit dans nos sacs qui soit traçable, il faut vraiment donner l'origine du bois, le lieu de carbonisation et les essences de bois qui sont à l'intérieur de nos sacs. Et ces 3 points permettent au client final, aux consommateurs et aux acheteurs qui achètent ce produit, d'être certains que leur produit vient des sites de production. S'il n'y a pas ces informations-là, on l'a vu par le passé, il y a beaucoup de libertés qui sont prises par certains parce qu'il y a l'urgence, parce qu'il fait trop beau, parce qu'il y a des containers, parce qu'il y a tout un tas de raisons qui font que dans l'urgence, on est sur des produits qui sont très saisonniers. Donc, dès qu'il y a un coup de chaud, tout de suite, les produits, il faut livrer. Et de manière à éviter ces problèmes de produits saisonniers, ce que l'on a mis en place, nous, avec Earthform, c'est qu'on s'est interdit sur nos sites de production, donc en l'occurrence sur Gier-sur-Seine et prochainement sur la Cano, qu'il n'y ait aucun autre produit qui rentre, qui ne soit produit sur les mêmes usines de production, pour éviter tout risque de mélange, tout risque de produits dont la carbonisation n'est pas forcément contrôlée, où on n'a pas forcément non plus le contrôle des essences et des origines du bois, parce que c'est relativement vaste. Je ne sais pas si vous avez vu le petit slide qui a été montré au début, on voyait les forêts, les fours, les clients, il y a des tours de passe-passe assez incroyables. Et tout ça fait que ça garantit pour nos clients un produit qui est sécurisé. Donc, et on se doit évidemment d'une honnêteté sur nos clients pour éviter qu'ils achètent un produit que l'on n'a pas forcément, qu'ils nous achètent le produit pour lequel ils ont réellement acheté, non pas acheter un produit Made in France qui vient d'ailleurs. Donc ça, c'est aussi des points extrêmement forts que l'on veut que l'on a mis nous en place avec cette offre de production de charbon de bois français. Donc, la prochaine slide, s'il vous plaît. Voilà, donc là, je reprends les principaux points, hein, donc avec le Made in France qui apporte une vraie sécurité pour l'approvisionnement du bois avec une forêt gérée par l'ONF, qui sont des gens assermentés, avec l'origine, avec la législation sur le code forestier français qui est robuste, même s'il y a encore des choses à dire, mais il est très robuste. On a une production française locale éco-responsable où on a identifié les sites avec une certification possible, des contrôles qui sont possibles, des audits qui sont possibles et très accessibles, ce qui nous amène à avoir un produit très régulier, donc avec des systèmes de production qui sont réguliers, une fiabilité vis-à-vis de nos clients. Donc voilà, donc pour finir avec nos petits barbecues qui sont aujourd'hui, pour tous ceux qui en consomment, ils peuvent être donc tranquilles sur l'origine du produit qui provient lorsqu'ils achètent un produit Made in France. Voilà. Et puis là, je vais finir avec tous la dernière slide où on a, nous, là, tous nos partenaires, tous nos clients que je mentionne. J'espère qu'ils seront contents d'être figurés sur ce slide. Mais évidemment, il y a Earthform, il y a aussi des gens comme WWF, il y a aussi BPI qui a évidemment été un point fort sur la partie financement. Et de plus en plus, on a une force sur le Made in France parce que le client final, il ne s'y trompe pas, le garantie Made in France permet d'apporter toutes ces valeurs à ce produit qui est un produit extrêmement convivial, comme on l'a vu au tout début. Donc voilà, c'était pour vous raconter en quelques lignes, en quelques slides, l'histoire assez rapide d'une trentaine d'années de mise en place et d'engagement de nos équipes pour ce produit.
et grâce à la technologie, on y arrive, et grâce à vous tous également. Donc voilà, je voulais vous remercier, c'est tout. Donc merci Pierre-Olivier, et merci aux gens de Earthworm et ceux qui nous ont écoutés. Merci beaucoup Pierre pour ce message, ces messages et cette histoire que tu nous as racontée, cette histoire de transformation, cette histoire de relocalisation et d'engagement de valeurs portées par plusieurs acteurs qui font qu'ensemble, il y a des choses positives à raconter. Dans une démarche, bien évidemment, de transparence. À propos de transparence, on va maintenant passer la parole à Camille qui va... Voilà, vous connaissez déjà les analyses de SAC qu'on fait régulièrement, mais présenter les analyses de SAC de 2021 qu'on a fait cette année. On n'a pas fait en 2020 pour cause de Covid, mais on les a reprises cette année. Et donc, Camille, la parole est à toi pour expliquer un peu notre approche sur les analyses de SAC et réactualiser un peu différents indicateurs sur les indicateurs de transparence. Merci Pierre-Olivier et merci Pierre Solermi. Vous pourrez bien sûr poser les questions après à la fin de la présentation. Mais donc voilà, comme disait Pierre-Olivier, tout de suite, je vais vous parler d'abord des analyses de SAC. Donc, ces analyses, on les effectue pour comprendre ce qu'il y a à l'intérieur d'un SAC. Et concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Tout d'abord, on mesure la densité du charbon de bois, donc la densité apparente et la densité exacte. C'est un petit peu différent. Et parce qu'en effet, différentes essences de bois vont avoir des densités différentes. Ensuite, on passe à l'inspection visuelle du charbon qui est contenu dans les sacs. Parce qu'en effet, le charbon de bois conserve pas mal des propriétés physiques du bois dont il est issu. Et ainsi, visuellement, on peut déterminer plus ou moins précisément les essences. Et aussi, on regarde la présence de corps étrangers dans les sacs, puisque parfois, c'est caractéristique des pays de production du charbon. Cependant, il est important quand même de rappeler que Earthworm n'est pas un laboratoire d'analyse. L'analyse de SAC, c'est une méthodologie que Earthworm a développée il y a maintenant 6 ans de ça, pour apporter plus de transparence dans l'industrie du charbon de bois. Mais aujourd'hui, il y a des laboratoires qui proposent des services techniques d'analyse de SAC et de reconnaissance des essences de bois. Voilà, donc pourquoi on effectue ces analyses de SAC? C'est pour, comme disait Pierre-Olivier, pour pouvoir assurer le suivi d'indicateurs de transparence sur le long terme. Et on suit 3 indicateurs principaux qui sont la déclaration du pays d'origine sur les sacs, dont on a déjà beaucoup parlé, le type de bois présent dans les sacs, et aussi on regarde ce qu'il en est de la certification du charbon de bois. Les résultats que je vais vous présenter maintenant, c'est les résultats des analyses de sacs présents sur le marché français. Et donc, c'est l'analyse qu'on a faite en 2021, c'est donc la continuité d'un travail qu'on fait depuis 2015. En ce qui concerne le premier indicateur de transparence, donc qui est celui de l'indication du pays d'origine sur le sac, on voit que jusqu'en 2017, on a eu une augmentation du nombre de produits qui indiquaient l'origine du charbon de bois sur les sacs, mais qu'à partir de 2018, on observe une tendance, on a observé que la tendance s'était inversée, ce qui est bien sûr qui n'est pas acceptable pour Earthworm, mais donc c'est quelque chose sur lequel on va continuer à travailler pour repartir sur une tendance positive. Ensuite, pour le deuxième indicateur de transparence, donc ça va être celui du type de bois présent dans le sac. Donc, type de bois, donc on va avoir tempéré tropical ou mélange de tempéré tropical. On voit que la présence de charbon de bois tempéré a beaucoup augmenté jusqu'en 2019, mais qu'il y a eu en 2021 une baisse un peu du bois tempéré présent dans les sacs. Et donc un petit regain du bois tropical a été constaté en 2021. Donc pareil, c'est quelque chose qu'il faut qu'on continue à monitorer pour retourner vers des approvisionnements plus locaux. En ce qui concerne la certification, on voit clairement que la part des produits certifiés est en forte augmentation sur la période 2015-2021. Notamment à FSC, on a plus 39% de produits qui sont certifiés FSC.
Alors que, comme je vous l'ai dit à l'instant, ce qu'on voit aussi, c'est que même si la certification augmente, la transparence concernant le pays d'origine ne suivait pas forcément. Et donc voilà ce qui est ressorti de notre analyse en 2021. Et maintenant, je vais laisser Pierre-Olivier vous parler des autres outils qu'on a développés pour apporter la transparence dans cette filière. Merci beaucoup, Camille. Oui, c'est un point essentiel, hein, ce qui est révélé dans cette enquête, c'est qu'on s'aperçoit que voilà, malgré les différents outils qui sont mis à disposition et les réunions qu'on fait et les engagements, dire d'où vient son produit, eh ben, ce n'est pas encore quelque chose qui est vraiment d'actualité et qui a même tendance à baisser. Et ça, comme l'a dit Camille, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable de notre point de vue. Donc, on encourage encore l'ensemble de la filière et des acteurs à être transparents sur l'origine réelle des sacs, parce que c'est un point essentiel pour être positif et lutter contre la déforestation importée, lutter contre l'opacité des chaînes d'approvisionnement et amener vraiment des changements positifs. Donc, pour ce faire, on a lancé des outils en 2019, la plateforme charcoaltransparency.org que beaucoup d'entre vous connaissent, et qui est une plateforme à la fois accessible pour tous, à la fois pas accessible pour le consommateur, qui peut avoir accès à l'histoire produit avec nos partenaires et directement sur la plateforme en direct, et puis aussi pour les partenaires de communiquer leur engagement, leur approche et leur évaluation terrain. Donc, il y a beaucoup de produits sur le marché français et allemand et d'autres pays européens qui sont référencés. On a plus de 370 produits référencés sur ce site, avec une évaluation qui est assez différente. Donc là, l'idée, c'est de vous présenter un peu les innovations sur 2021. Robin, sur le slide suivant. On a donc lancé cette année la comparaison, cette page de comparaison qui est accessible, qui est directe. Il vous suffit de cliquer sur rechercher tous les produits et vous avez directement cette page comparative qui était une demande de certains acteurs qui a été faite. Ça permet de comparer l'ensemble des sacs, l'origine et également le score terrain et l'indice de transparence. Et puis, vous pouvez extraire ces données également sous format Excel si besoin. Ça, c'est la première chose. C'est une première innovation qui a été faite. La deuxième innovation qui est en lien avec tout ce qui a été dit précédemment et qui est vraiment un point sur lequel on va assister et qui devrait arriver, qu'on va mettre en place aussi sur le comparateur, c'est l'indice, le lieu de carbonisation, le lieu de production réel du site de carbonisation, pour que le consommateur ait une vision globale, une vision réelle. Et bien sûr, les notes ABCD sont corrélées par rapport à ce lieu de production et cette présence ou non du lieu de production. Donc, on est en train pour être complètement transparent avec vous, on est en train de revoir, sur le slide suivant, revoir les évaluations, revoir le scoring, et pour amener encore plus de transparence à la filière. Et voilà. Sur l'aspect membre, donc les services qui sont accessibles à nos membres, pour rappel, donc c'est effectivement l'accès QR code, le scoring terrain, l'histoire produit, donc, que vous voyez ici affiché là, qui n'est pas obligatoire, qui est une démarche supplémentaire, c'est vraiment une démarche de transparence qui est basée sur le volontariat. Certains ont juste le scoring, d'autres ont l'histoire produit également. Et puis vous avez également sur l'interface membre la possibilité d'écrire votre entreprise, de télécharger les QR codes directement pour les mettre sur les packaging sans avoir d'interaction avec nous. Vous avez les statistiques qui apparaissent. Alors, vous voyez un compteur, le nombre de fois que la page s'est affichée. Donc, il y en a certains qui ont vraiment des scores très importants au niveau des statistiques. Et puis, vous avez aussi l'accès au QR code si votre QR code est disponible. Vous pouvez aussi, en ligne, via votre interface, créer vous-même vos produits. Bien sûr, Earthworm valide la création des produits avant diffusion sur le site, comme valide la plupart du contenu qui est fait là. Ça, c'est sur l'aspect membre et l'aspect innovation. Je vais juste rapidement expliquer sur le slide suivant l'enquête également et l'évolution du scoring, parce que pour nous, c'est important de rappeler aussi
c'est un outil qui sert et qui est utilisé. Et donc, du coup, juste après, dans 2 minutes, je passerai la parole à Leclerc pour parler aussi un peu plus de leur approche et de cette enquête. L'idée de l'enquête de 2020 qui a été lancée, qu'on a réajustée encore cette année, c'était vraiment que tous les acteurs de l'industrie puissent vraiment créer leur propre marque, leurs propres produits directement sur l'interface en répondant à l'enquête de transparence. Cette enquête de transparence, elle se base vraiment sur d'habitude, remonter jusqu'à l'origine du biodecarbonisation, remonter jusqu'à la chaîne d'approvisionnement, expliquer l'engagement des acteurs. Et en fonction de ces éléments, nous, on fait une évaluation. Et cette évaluation, elle permet à l'ensemble des consommateurs d'avoir un niveau de transparence et un score pour tout le monde. Et aussi, ça permet à des enseignes, à des acteurs, à des professionnels de faire une évaluation de risque en ligne. Qu'est-ce qui a évolué par rapport à cette enquête sur 2021? C'est le slide suivant. C'est l'évaluation qui a été faite. Donc, on a repris, vous voyez à droite, les 4 critères, transparence, forêt, production, sociale. En fonction des éléments déclaratifs qui nous sont communiqués, ça passe à entre guillemets, la moulinette Earthworm d'analyse de risque et ça permet d'avoir une obtention d'un score sur la plateforme. Donc, pour être très clair, il n'y a pas besoin d'être membre, partenaire d'Earthworm pour apparaître, avoir un score sur le site. Ce qu'il faut avant tout, c'est rentrer dans cette démarche de transparence. Alors, bien évidemment, les acteurs qui sont plus engagés ont une visibilité plus importante via QR code, via le scoring terrain, etc. Mais pour les autres, ils peuvent aussi tout à fait avoir une évaluation et créer leurs produits sur le site. C'est important pour nous d'être le plus juste possible dans cette approche. Et ce qui est pour nous important aussi, c'est que ça doit servir d'être un outil à l'ensemble de la filière. Alors, on est en train de revoir la totalité de l'évaluation et beaucoup d'entre vous reverront leur prochain score d'ici quelques semaines. Et je me permets maintenant de passer le relais à l'enseigne Leclerc pour qu'ils expliquent un peu plus leur démarche, leur engagement sur le charbon de bois responsable et également leur lien avec cette enquête. Alors, je ne sais pas si Franck, Maël, vous êtes présents, mais si vous êtes présents, n'hésitez pas à prendre la parole. Oui, bonjour à tous, vous m'entendez? Très bien. Bonjour. Oui, très bien. Bonjour à tous, c'est marqué Franck Bernard, mais il y a un petit problème de connexion. Donc, je suis Maël Lemoyle, adhérent du centre Leclerc de Granville et membre de la CQDD. Alors, je vais vous expliquer rapidement notre mode de fonctionnement, nos engagements d'enseigne. On travaille avec la plateforme que vous venez de décrire. Je suis accompagné, donc il n'apparaît pas à la caméra, mais par Franck Bernard. Franck Bernard, il est chef de projet à la CQDD et il s'occupe du développement durable. En quelques mots, donc moi, Maël Lemoyle, je suis adhérent Leclerc, donc c'est-à-dire que je suis propriétaire d'un magasin et je travaille aussi au sein de l'association des centres Leclerc. Nous, notre association Centre Leclerc, elle a pour but de déterminer les orientations stratégiques du mouvement, défendre la marque et assurer le respect des valeurs fondamentales du mouvement Leclerc. Et au sein de cette association, vous avez une commission qualité et développement durable qui gère entre autres donc le respect de la qualité au sein de l'enseigne et qui définit des orientations en matière de développement durable. Et c'est à ce titre que j'interviens parmi vous et je suis très heureux d'être invité avec Franck pour vous parler plus en détail de ce que l'on fait. Est-ce qu'on peut tourner la page du slide, s'il vous plaît? Voilà, on voit Franck avec son masque qui vient d'apparaître. Bonjour à tous. Alors, au sein de l'enseigne, on a pris différents engagements RSE et dont l'un est le plan forêt. Parce que comme vous l'avez dit, et je ne vais pas forcément le redire, mais c'est vrai qu'il y a un enjeu très important en ce qui concerne la maîtrise de l'approvisionnement du bois pour réduire l'émission de CO2, l'érosion des sols, la perte de biodiversité et l'impact sur les populations locales.
on ne va pas se le cacher, ce sont des valeurs que nous partageons, c'est des valeurs que l'on partage aussi avec nos clients et les entreprises qui nous accompagnent. Donc, on est un acteur et on prend nos responsabilités à travers ce plan forêt. Ce plan forêt, c'est plusieurs engagements. Tout d'abord, le premier en 2013, où 100% de notre offre intégrant du bois tropical devait être certifié FSC. En 2020, on a pris un nouveau engagement pour qu'en 2020, 100% des produits MDD, alors MDD, ça veut dire marque de distributeur, à base de bois, doit être composé de bois et de cellulose certifiée FSC ou PEFC. Donc ça concerne notamment les jouets, par exemple, les jouets en bois. Et on a un engagement aussi d'ici 2025 à ce que 100% de nos produits marques nationales, donc là, c'est les marques des fournisseurs, on va dire, généraux, internationaux, et les emballages à base de bois et de cellulose soient certifiés 100% FSC ou PEFC. On est dans notre plan forêt, on est accompagné depuis 2004 par Earthworm pour développer plusieurs axes autour du bois, donc ça je viens d'en parler, mais aussi autour du papier, de l'huile de palme, du charbon et du soja. Et donc, on peut passer au prochain slide. La filière charbon fait partie donc de ce plan forêt. Et le début du projet, c'est 2016. On avait identifié ce que vous avez dit, c'est-à-dire une nécessité de transparence et d'identification de l'origine, de la traçabilité de l'essence des bois et du lieu de production, de l'ensachage. Et donc la collaboration a débuté. Les moyens qui ont été mis en œuvre, c'est l'utilisation d'une enquête. Et on va parler tout à l'heure de votre site et de l'enquête que vous réalisez avec ce système de codification. Et en fait, au fur et à mesure des années, on a fait évoluer le périmètre de ces des différents fournisseurs concernés et aussi des entités concernées. Donc, au début, on a commencé avec les outils nationaux qui sont le groupement d'achat Leclerc, donc le GALEC, et la CIPLEC, qui est la société d'importation Leclerc. Et donc, depuis 2016, en fait, on fait une enquête auprès des différents fournisseurs en lien avec ces outils centraux. Et depuis 2020, dans notre mode de fonctionnement, on a aussi des centrales régionales qui référencent des produits régionaux. Et on a étendu justement cette enquête auprès de ces centrales afin d'assurer une transparence et une qualité, une certification sur ces fournisseurs. On a aussi formé les collaborateurs qui s'occupent des référencements produits avec des webinars pour qu'ils soient efficients dans le référencement des produits et qu'ils aient des points de vigilance lorsqu'ils rencontrent des fournisseurs. Voilà. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'on a essayé d'évaluer les différents risques. On voit qu'au sein des outils nationaux, on a un risque qui est vraiment minime et du fait aussi du travail qui est réalisé depuis 2016. Et en fait, au sein du travail qui est fait au sein régional ou local direct au magasin, voilà, on a encore du travail à effectuer et c'est pour ça qu'on est aussi accompagné par Swarm pour améliorer notre référencement. On peut passer au slide suivant. Et donc, comme vous l'avez présenté juste avant, on utilise donc le système de classification et pour que nos collaborateurs puissent référencer et acheter des produits avec une certification et une transparence, hein, parce que l'objectif, c'est vraiment la transparence.
Et donc, on souhaite utiliser la plateforme Charcoal Transparency et à l'avenir, ça, c'est pas encore acté, mais mettre en place une note minimale au sein de l'enseigne afin d'avoir vraiment une qualité au niveau des produits que l'on vend à nos clients et qu'on soit assuré que la démarche RSE soit respectée par nos fournisseurs. Notre souhait aussi, je vous l'ai dit, c'est d'étendre cette mode de certification, de classification à nos magasins, afin que si demain ils achètent des produits en direct auprès d'un fournisseur, ils soient assurés que le fournisseur puisse lui donner toutes les garanties nécessaires afin de répondre à nos engagements d'enseigne. Voilà, Franck, je ne sais pas si vous voulez intervenir sur ce sujet. Non, non, vous avez tout dit. Peut-être juste en précision, c'est vrai que cette plateforme elle va beaucoup nous aider, notamment pour les gens au niveau magasin, puisqu'ils n'ont pas forcément le temps et l'expertise technique pour évaluer et analyser les produits qui leur sont proposés. Donc, c'est vraiment un outil d'aide pour nos collaborateurs, ce qui pour nous est un vrai plus finalement pour déployer l'engagement qu'on a au niveau de l'enseigne à tous les niveaux, national et local. Voilà. Donc, juste pour terminer, c'est vrai que c'est un outil qui est important et j'invite vraiment tous les acteurs à remplir les données qui sont dans cet outil, puisque pour nous, c'est vraiment un plus pour nos référencements d'avoir ces informations. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maël et Franck, pour vos interventions respectives et aussi pour l'engagement de l'enseigne, Leclerc et le levier que vous avez sur la filière. Très important, le levier, ce levier positif pour avoir un impact positif sur la nature des peuples. Donc, c'est vraiment l'engagement, les valeurs qui sont portées par nos partenaires, comme l'enseigne Leclerc, pour étape après étape, c'est un chemin, demander plus de transparence et que cette transparence ait de l'impact positif pour limiter la déforestation, limiter les risques associés à la déforestation et associés à l'exploitation. Donc, merci encore vraiment pour votre engagement et votre message. Et voilà, on continue l'aventure. Il y a encore beaucoup de travail à faire sur la demande de transparence. Donc, pour clôturer, et après on ouvrira le débat sur la partie levier, c'est une bonne transition parce que c'est vrai que le levier des enseignes, le levier de la transparence est essentiel sur cette filière qui, pour rappel, n'est pas régulée. Il n'y a pas de loi pour réguler l'importation du charbon de bois. Et pourtant, grâce à l'engagement, il y a des actions positives qui se passent. C'est vraiment par l'industrie et par la filière que les choses se sont passées. Aussi, pour rappeler que la demande de produits responsables augmente sur le marché européen, mais il y a un manque d'offres pour répondre à cette manque d'offres de produits responsables pour répondre à cette demande. Donc, il y a besoin d'investissements sur des technologies efficientes, comme par exemple Carbonex a présenté son projet, et puis aussi pour le soutien aux pays en voie de développement, pour les énergies plus pauvres. Ça, c'est un autre sujet, ça concerne plus les grands investisseurs et les institutions. Pour rappeler aussi que l'origine des produits n'est pas toujours bien communiquée, on a vu que la transparence diminuait. Donc, l'engagement vers une démarche de transparence permet d'avoir de l'impact. Et puis également que la partie produits certifiés augmentait, mais que la certification diminuait. Donc, voilà. Pour rappel, il y a encore des importations de charbon de bois tropical qui continuent de diminuer, une demande de charbon de bois européenne qui s'est déplacée vers l'Est, que la transparence est un levier clé. Pour clôturer, le dernier slide qu'on voudrait vous présenter, c'est vraiment un appel à l'action qui résume les points.
où on demande ces points qui sont les points essentiels, c'est-à-dire que les informations suivantes doivent être inscrites sur les sacs de charbon de bois pour limiter l'impact et augmenter la transparence. Les essences de bois, en tant que consommateur, vous devez savoir les ingrédients qu'il y a dans votre produit. Le bois que vous consommez ou la matière première qui est à la base du charbon de bois ou de la briquette de charbon de bois doit être stipulé, mentionné. Le pays d'origine, également le lieu de carbonisation, le lieu du site de production, qui maintenant est inscrit sur la plateforme et qui vraiment est un point essentiel pour reconnecter à la forêt. Je fais que rebondir sur le message que Leclerc a communiqué. Voilà, engagez-vous vers la transparence, les enseignes, pour demander l'origine réelle de leurs produits. Vous pouvez utiliser, comme l'a fait l'enseigne Leclerc, les outils de transparence qui sont à votre disposition pour évaluer les risques et avoir un impact positif. Et enfin, un message qui est plus aux institutions, inclusion du charbon de bois dans le règlement de bois de l'Union européenne, des années qu'on demande et on espère qu'un jour ça sera pris en considération. Et enfin, si la norme européenne change, alors il faut que les critères de transparence, essence de bois, origine et lieu de carbonisation, désolé pour la faute d'orthographe, soient inclus.